Alors, est-ce que c'est vraiment si grave que ça de couper la parole à un sophronisé lors d'une anamnèse, par exemple, hein, que ce soit la grande anamnèse ou les petites anamnèses de début de séance? Est-ce que c'est vraiment un immense problème de couper la parole au sophronisé? C'est vrai que dans la vie, d'une manière générale, hein, qu'on soit sophrologue ou pas, a priori, on nous a appris que couper la parole était mal poli et qu'on ne devait pas le faire. Et c'est vrai, parce que couper la parole, ça montre à l'autre que on n'est pas vraiment à son écoute. Il est en train de nous parler et on n'est pas vraiment attentif à ce qu'il raconte. On ne lui laisse pas son temps. On le laisse pas s'exprimer. Donc, c'est vrai que ça peut être considéré souvent, de temps en temps, peut-être, comme étant un manque de politesse. Quand on devient sophrologue ou thérapeute d'une manière générale, hein, on a un métier où on doit encore plus ne pas couper la parole, en principe. C'est-à-dire qu'on a un métier où on est au service de l'autre, on est à son écoute, on doit comprendre pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'il veut faire des séances, quels sont ses besoins, quel est son état actuel de stress, qu'est-ce qui le met en joie, etc. Donc évidemment, l'écoute est quelque chose de primordial, de très important quand on est sophrologue et en principe, écouter et couper la parole sont deux choses qui sont complètement contradictoires. Donc, ce qui se passe très souvent quand on devient sophrologue, notamment quand on est sophrologue débutant, et moi, c'était la plus grosse difficulté que j'avais quand j'étais jeune sophrologue débutante, c'est justement certains clients qui sont très bavards. Et je vais définir ce que c'est que bavard dans quelques instants, parce que, évidemment, toutes les personnes qui parlent ne sont pas forcément bavardes. Mais je me retrouvais donc face à des personnes qui parlaient, et je ressentais dans mon ventre, je ressentais dans mon corps que c'était trop, que c'était trop, et je savais pas quoi faire avec ça parce que le temps de séance allait déborder. J'étais dans ma tête et justement au bout d'un moment, ils parlaient tellement que je me coupais un peu d'eux parce que je commençais à m'inquiéter au sujet de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève un exercice? Est-ce que je le laisse parler? Est-ce que je le coupe la parole? Oui, mais enfin, on coupe pas la parole aux gens, etc. Oui, mais si je déborde la séance, peut-être que je vais être en retard pour la séance suivante. Peut-être que lui-même, il peut pas être en retard. Voilà. Donc, à force d'écouter parler la personne et de sentir que c'était pas approprié, c'était pas adapté, que ce qu'elle disait n'avait pas forcément sa place en séance et ne pas savoir le gérer, ça me coupait de la personne de la même façon. Donc c'était pas le fait de ne pas couper la parole était pas bon. J'étais rassurée dans le fait où je me disais bon, j'ai pas été mal polie, mais en même temps c'était clairement pas un truc très efficace. Et un jour j'ai compris que dans certaines situations, et je dis bien dans certaines situations, ça va être tout à fait justifié de couper la parole. Alors on va le faire avec toute délicatesse, diplomatie, gentillesse, mais ça va être pertinent de couper la parole à notre sophronisé. Et dans quel cas on peut le faire justement? On peut le faire pour justement les clients qui sont très bavards. Et alors, qu'est-ce que j'appelle bavard justement? Ça va être une personne qui parle très facilement. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui parlent très facilement et d'autres qui tout simplement répondent à nos questions. Il y a des personnes qui sont naturellement très bavardes et c'est pas un problème d'être un bavard, mais vous le savez, à moins que vous ne soyez pas encore en formation, que vous ne soyez pas encore sophrologue, lors du premier rendez-vous qui s'appelle donc l'anamnèse, on pose un certain nombre de questions et justement, c'est important qu'on ait un certain niveau de réponse, mais on n'a pas non plus besoin de connaître toute la vie de la personne. On n'est pas psychanalyste, donc on n'a pas besoin quand on pose la question des loisirs, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir ce qui fait du bien à la personne maintenant. Quelles sont les activités, si elle en a, des activités qui lui font du bien maintenant, en ce moment, ou peut-être dans le passé, une activité qu'elle ne fait plus, mais qui l'a vraiment marqué, qui lui a fait beaucoup de bien. On n'a pas besoin de savoir ce que cette personne a fait tous les mercredis de sa vie depuis qu'elle a 7 ans. Hein. Et il y a des personnes qui ont une telle aisance, qui parlent tellement facilement que
elles ne comprennent pas forcément le niveau de réponse auquel on s'attend. Donc, ce type de personne-là va nous donner beaucoup trop d'informations, des informations avec lesquelles on ne va rien faire, hein, parce qu'on n'a pas besoin de connaître toute l'enfance, on n'a pas besoin de connaître toute l'adolescence de cette personne, enfin, sauf si c'est un adolescent ou un enfant, mais si c'est un adulte, je veux dire, on n'a pas besoin de savoir que le week-end dernier, elle est allée faire du shopping et puis finalement, elle est tombée sur sa copine Martine et que finalement, elle a bu un café avec elle et que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle aimerait bien acheter une robe verte parce qu'elle a vu. Tout ça n'est pas nécessaire et tout ça, comme j'imagine, hein, vous me dites en commentaire comment vous le vivez, mais comme ça n'apporte rien. C'est pas méchant, les gens disent ça naturellement et c'est pas un problème en soi. Mais comme on a quand même un temps de séance, hein, si vous avez dit à cette sophonisée que la séance dure 1 heure, idéalement cette séance devrait durer 1 heure. Vous avez prévu de faire un certain nombre d'exercices et c'est dommage dans ce cas-là, je vais bientôt parler d'un autre cas qui est totalement différent, mais dans ce cas-là, c'est dommage de priver cette personne d'exercices de sophrologie, par exemple, parce qu'elle est en train de nous raconter des choses qui n'apportent rien, qui ne vont rien changer. C'est pas une information avec laquelle on va faire quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là, on peut très gentiment, très souvent grâce à la reformulation, hein, reformuler un petit peu et revenir. Donc, il va falloir essayer de s'insérer. À un moment donné, cette personne va respirer quand même et on va l'aider à ramener, on va la ramener à ce qui nous intéresse. Donc, je vois que voilà, vous avez passé un bon week-end, c'était sympa de revoir votre copine Martine. Mais sinon, par rapport à l'accompagnement, est-ce que vous avez pu, par exemple, refaire les exercices? Ça, c'est une façon de ramener la personne à une information qui est un peu plus pertinente et un peu plus intéressante, sans la brusquer, mais effectivement, il va falloir à un moment donné l'arrêter, sinon on ne sait pas à quel moment elle va arrêter. Et encore une fois, dans ce cas-là, ce n'est pas un manque de politesse, ce n'est pas un manque d'écoute de votre part. Ça, c'est un cas où couper la parole peut est même intéressant, je dirais. C'est même pas que c'est pas grave, c'est que c'est même intéressant. Si vous commencez à ramener cette personne à ce qui est intéressant, elle va peut-être d'elle-même aussi comprendre que vous avez un certain nombre de contenu à donner, si je puis dire, hein, durant cette séance, et que vous n'avez pas. Elle va petit à petit commencer à comprendre le niveau d'information dont vous avez besoin lorsqu'elle vient vous voir, et qu'elle n'a pas besoin nécessairement de rentrer dans les détails de chaque journée de la semaine passée entre 2 séances. Donc, ça va aussi l'aider, elle, qui va probablement commencer à comprendre qu'elle doit parler un tout petit peu moins. Donc, je dirais que au-delà de ne pas être un problème, c'est même une solution. C'est même plutôt quelque chose de positif parce que ce n'est pas ici un manque de politesse, ce n'est pas un manque d'écoute de votre part. Moi, comme voilà, vous me direz dans les commentaires, moi, à force d'écouter les personnes me raconter des choses qui n'étaient pas intéressantes, je me coupais quand même d'elles, tout en me disant, voilà, comment je fais pour m'en sortir. Donc, dans ces cas-là, je pense que c'est intéressant. Il y a un cas qui est totalement différent, qui est le cas du sophronisé qui est plutôt dans un état émotionnel, qui va peut-être beaucoup parler beaucoup plus que les temps d'échange qui sont prévus, même si ces temps-là, évidemment, ne sont pas fixes, hein, c'est pas 5 minutes ou 10 minutes et on arrête. Évidemment qu'il n'y a rien de fixe dans une séance de sophrologie, mais on sait que, hormis la grande anamnèse, dans les autres séances, en principe, on va plus pratiquer et moins parler. Mais évidemment que si votre sophronisé arrive à la séance 2, à la séance 3, à la séance 7, à la séance 9, et qu'il est dans un état émotionnel et qu'il a besoin de parler, il a besoin de déposer quelque chose qu'il a vécu peut-être dans l'interséance et qui a été difficile pour lui, évidemment, là, c'est un cas totalement différent. Cette personne, elle est en train de parler de son état émotionnel, de son état physique peut-être. Hein, et là, ça va être important de l'écouter, de lui laisser le temps de parler, quitte à enlever un exercice qui était prévu, enlever 2 exercices qui étaient prévus, parce que dans ce cas-là, c'est tout à fait pertinent. Cette personne, elle a besoin de déposer ça, même si on n'est pas psychologue et on ne fait pas une thérapie par la parole.
à ce moment-là, exceptionnellement, ça va être important de l'écouter, même si on n'a pas de conseils à donner et qu'on va pas nécessairement répondre à des questions. Le simple fait de déposer ça, c'est important pour elle. Parfois, vous êtes la seule oreille qu'elle a à sa disposition, hein, la seule personne qui pratique vraiment une écoute active et qui est vraiment prête à l'écouter. Donc, même si vous n'avez rien à répondre, vous n'avez pas de conseils à donner, parfois, le simple fait de parler va lui faire du bien. Et dans ces cas-là, ça va être important, effectivement, de laisser les montres de côté, laisser, voilà, la structure de la séance telle qu'elle a été prévue, vous laissez ça de côté et vous l'écoutez, évidemment. Donc, ce sont quand même deux situations tout à fait différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez en savoir plus sur l'anamnèse et justement sur les difficultés que vous pouvez avoir à gérer ces temps d'échange dans une séance, je vous conseille de vous abonner à ma plateforme Sophro Continue, dans laquelle je propose plusieurs ateliers pour les sophrologues, pour votre perfectionnement, et j'en parle justement des différents temps d'échange d'une séance et des difficultés qu'on peut avoir à animer ces différents temps d'échange. Voilà, je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.